L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. L'entretien est de retour avec Azdine Gerfi. Azdine Gerfi, bonjour. Bonjour, Hassan. Pour ceux qui ne te connaissent pas, évidemment, directeur général de Casbah, de Chihab Édition. Parce qu'on parlait de patrimoine à l'instant, on parlait de la Casbah et du Madrassen, de Chihab Édition évidemment, et président de l'association des amis de Madrassen qui vient d'organiser le 10e marathon de Madrassen à Batna le week-end dernier. On a eu le grand plaisir d'y participer en tant que partenaire média avec Maghreb Émergent et en tant que coureur, parce que c'est toujours un plaisir de venir courir parmi la population de Batna. Comment s'est déroulé ce marathon ? C'est le 10e marathon et on est vraiment satisfait de cette édition, que ce soit par le nombre de participants ou par le soutien qu'on a eu pour la première fois. On avait des inquiétudes un petit peu avant le marathon. Un petit peu, oui, on avait des inquiétudes et puis pour la première fois, on a un soutien des autorités, à leur tête le Wali de Batna, qui a vraiment qui a adhéré au projet et qui a fait de telle manière que ça a marché. Voilà. Et à 10 jours avant l'événement, on était vraiment en difficulté pour cette édition. Alors, on peut quand même s'étonner un petit peu. Il n'y a pas beaucoup d'événements indépendants en Algérie qui résistent dans la durée. Je rappelle que ce week-end, donc, c'était le 10e, le 5 octobre dernier, la 10e édition. Et il a fallu 10 éditions pour que la wilaya de Batna devienne un partenaire à part entière. Moi, je crois pas que c'est un problème de volonté, de volonté politique aussi. Moi, je crois que maintenant, les walis font, à mon avis, ils font leur job normalement, c'est tout. Parce que s'il y a un projet de la société civile et qui a des répercussions surtout économiques, médiatiques, touristiques sur la région, il y a aucune raison pour l'autorité de la wilaya ne soutient pas un projet comme ça. Moi, je crois que c'est la volonté. Auparavant, ça se faisait pas. Il y avait déjà des. Non, ça se faisait pas. Moi, je crois que directement, effectivement, il y a toujours une rencontre avec les autorités de la wilaya pour la sécurité, pour l'hébergement, mais on n'a jamais eu cette facilité, d'une part, et deuxièmement, cet engagement aussi financier, c'est-à-dire qui a représenté presque 50% du budget, et ça nous a un petit peu permis de réfléchir réellement à l'événement sportif que tracasserie financière et administrative. Alors, pour quand même à donner une idée à nos amis auditeurs, c'est quelle échelle de participation le marathon de Madrassen ? Vous savez, le budget du marathon, ça fait 3 ans, il était autour de 9 millions de dinars. Cette année, il est autour de 6 500 000 dinars. Et pourquoi on a réduit, malheureusement, c'est quoi qui a été touché surtout ? C'était les primes des athlètes, c'était une stratégie. Est-ce que ça va être un marathon d'élite où il y aura les grands coureurs, que ce soit nationaux ou internationaux, qui vont courir? Et là, il faut des primes très importantes. Je vous donne le marathon d'Alger qui a été organisé 1 ou 2 fois, il était autour de $10,000 la prime du vainqueur, et les autres avec 10 gagnants. Alors, c'est des primes de l'ordre de 5 millions de dinars. Nous, au début, c'était le budget autour de 2 millions de dinars de primes, et puis on a réduit à presque à 50%, à plus de 50% les primes, et puis on a changé de stratégie. On dit que ça va être un marathon pour les coureurs amateurs, les gens qui aiment la course à pied, les gens qui veulent défier aussi la distance du marathon. Ça, c'est très important. Et voilà, les gens ne viennent pas courir pour gagner le cash, voilà, qui est mis en... Tout de même, on est en Algérie, on sait que la pratique sportive au niveau populaire n'est pas aussi répandue que cela. Il y a des statistiques qui le montrent.
dans le marathon de Madrassen, il y a des distances intermédiaires qui, elles, donnent le caractère populaire à la course à pied, notamment il y avait le 6 km il y a quelques années, vous l'avez enlevé. Non, on l'a enlevé. On l'a fait la deuxième et troisième édition. Puis maintenant, on a fixé, parce qu'il y a deux distances intermédiaires par rapport au village. Fils 10 sur le 13 km et puis le Madère sur le 26 km. Mais juste à rappeler une chose. Pourquoi on l'a rendu populaire? Pourquoi les gens viennent de toute l'Algérie, peut-être avec le semi-marathon de Bjaïa, je ne sais pas s'ils peuvent aussi tenir, et nous qui offrons avec 1000 dinars, d'accord, on leur offre le dossard, une nuitée, la prise en charge de l'hébergement, de la restauration, du transport, du petit déjeuner, du ravitaillement, du t-shirt, de la médaille. C'est-à-dire vraiment, pour 1000 dinars, les athlètes gagnent, c'est-à-dire avec nous, une moyenne de 4000 jusqu'à 7-8 000 dinars. C'est-à-dire, ça dépend des distances qu'ils parcourent. Alors, ça, c'est les organisateurs qui financent sinon on ne pourra jamais... avoir autant de participants. Oui, c'est autant de participants. 1500 cette année? Non, 1000 dinars. Non, je parle du nombre de participants. Au départ, autour de 1350 cette année. Mais il y a eu 1600 inscrits et beaucoup... Tout le monde n'est pas venu. Tout le monde n'est pas venu. Alors, 1600 inscrits. Voilà. Est-ce que on va parler des éléments de calendrier auparavant, mais alors les distances intermédiaires, ce sont quand même de vrais rendez-vous. Moi, depuis le temps que Maghreb Émergent déplace une équipe pour courir, les collègues courent sur essentiellement la distance du 13 km à PS10. Oui. Et donc il faut, au niveau de la logistique, ça pose le problème d'avoir une arrivée, prendre en charge les arrivées à 13 km, puis les arrivées à 26, oui. Et puis faire la grande fête à l'arrivée au pied du monument. Oui. Il faut c'est-à-dire, le problème, c'est que le marathon de Madrassen, d'accord, a un petit peu démocratisé, ou peut-être a permis à beaucoup d'Algériens accéder à cette distance, d'accord. Quand on a commencé, je parle en dehors d'une certaine catégorie d'Algériens qui peuvent se permettre de courir quelques marathons à l'étranger, ça a permis maintenant qu'à cette distance, quand on a commencé, il y avait 36 partants. Même, sur la distance Rennes. Sur la distance Rennes, le marathon. Oui. Et même à Alger, même celui qui est organisé par Al-Sqan, au départ, il y avait 38 marathoniens. D'accord. Maintenant, on est autour de 400-500 chaque année au départ. C'est-à-dire que ça a permis, le marathon de Madrassen a permis à beaucoup de coureurs amateurs, à tous les âges, c'est-à-dire pas spécialement les sportifs, hein, des gens qui commencent à courir à 50 ans, à 60 ans, d'aller sur cette distance. Je me sens visé, là. Oui, t'attends alors. Hamida, là, qui est un ami et aussi... Qui a fait son premier marathon. Qui a un premier marathon et aussi auteur chez nous. Il a fait son premier marathon à Madrassen et je crois que beaucoup de coureurs, c'était le déclic. J'ai peut-être laissé planer une ambiguïté au début de cette émission. Moi, je cours pas la distance du marathon, hein, voilà. Oui, parce que j'ai dit nous participants. Mais l'intermédiaire, tu es déjà à 26. L'année passée, tu as couru 28. Tu as 12 km du marathon. Alors, t'es pas loin. Il fait un peu chaud quand même au mois d'octobre. Alors, on va parler d'éléments de calendrier. Mon problème avec Batna, c'est que le premier week-end, parce que c'est en général le premier week-end d'octobre, il peut faire chaud. D'habitude, on partait à 8h30, on est parti à 9h cette fois. Non, toujours 9h. C'est déjà à 9h. 9h. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de le glisser un petit peu? Et puis, si on le glisse un petit peu, il n'y a pas le risque quand même de télescoper d'autres dates. Je vois, Bjaïa, c'est en octobre cette fois-ci. Oui, Bjaïa, c'est octobre par rapport au Ramadan, tu vois, qui est décalé. Eux, c'était toujours le 1er mai. Et oui, cette date ça va chevaucher avec le début du Ramadan. Et là, ils ont décalé, ils sont venus, on a dit, voilà, il faut décaler de 15 jours. Moi, je connais beaucoup de coureurs, de runners qui ont fait l'arbitrage, qui n'ont pas couru Batna pour aller courir, ou qui ont raccourci la distance à Batna pour pouvoir courir. Mais moi, c'est une bonne Bjaïa. chose. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Ce que fait Bjaïa, c'est extraordinaire. J'espère que nos amis continuent toujours à maintenir cette activité, cet événement. Mais pour la date du mois d'octobre, vous savez, en Algérie, même si on le fait en novembre, il peut faire aussi 28 degrés. Hein. C'est-à-dire et ça fait 2 ans. On l'a couru le 7 octobre. Il a fait autour de 22-21 degrés. C'est-à-dire, le climat, c'est très très difficile de lier ça à une date de climat. Et puis, on va chevaucher aussi d'autres dates. Parce qu'avant, on était en octobre, il y avait le marathon d'Alger au 1er novembre.
Ok. C'est-à-dire, nous, on voulait à tout prix garder notre... maintenant, le marathon d'Alger a disparu, malheureusement. Et ben, on est resté au mois d'octobre, alors... au début du mois d'octobre. Et moi, je crois que il fait pas trop chaud. Et au départ, c'était autour de 22-23 degrés. Et ceux qui arrivent tard, voilà, c'est à cela que je pense. 25, voilà, c'est à cela que je pense. C'est-à-dire au-delà de Madr, au-delà du 27, au-delà de 26, 27e kilomètre, il est 10h30, 11h, enfin plutôt 11h30, hein, parce que on fait 2h30 quand même, à une bonne allure pour arriver là-bas. Et il commence à faire chaud. Il commence à faire chaud. Mais même si on fait en novembre, ça va être difficile. Alors pour nous, on a le premier samedi du mois d'octobre. Et puis, on est resté. C'est automatiquement, on bascule sur le premier samedi. On connaît déjà le... Oui, les gens peuvent se alors, caler tu sur peux ça. te préparer déjà pour le marathon de l'année prochaine, toi. Je ferai pas mon premier marathon en Algérie. Je pense pas. J'ai peur du climat. Alors, l'autre paramètre sportif, c'était de caler la mire sur la distance. Donc, le parcours a un peu bougé ces 2 dernières années. Mais l'année dernière, on est resté plus longtemps en ville, à Batna. Oui. Cette année aussi, mais un peu moins. Un peu moins. Vous savez, à chaque fois, on voit le parcours. Il n'y a pas que nous qui proposons le parcours. Il y a aussi les services de sécurité. D'accord, ils voient où il faut passer, il faut pas passer. D'une part, deuxièmement, il y a aussi des travaux routiers qu'on évite à tout prix. Tu vois, il y a des chantiers, tout ça. Et puis nous, on a eu la chance. Ça fait 2 ans, il y a une nouvelle route qui contourne Boumia. C'est-à-dire, alors c'est une nouvelle route qui va par la plaine et elle va vers la porte. C'est parce qu'il y a 3 portes du Madrassen. La porte nord du Madrassen. Et avant, on arrivait vers la porte sud du Madrassen. Et quand on arrive par la porte sud, c'est un dénivelé. Il faut monter. Il faut monter et aussi c'est vallonné. C'est vallonné. C'est vallonné. Donc ce nouveau parcours est plus roulant. Mais il est plus court que celui de Boumia. Alors, il y a eu à peu près 2 kilomètres de moins. Et c'est là où on se retrouve à... tourner plus dans Batna. En ville. Ce qui n'est pas mauvaise chose, parce que ça permet aux athlètes d'être en ville. Parmi la population, parce qu'il faut quand même le dire, la population de Batna accueille et soutient en masse les marathoniens au départ de Batna. Au départ de Batna, et aussi les villageois, Fisdis, Almader, et voilà. C'est une particularité. Moi, je crois qu'il y a très peu de marathons qui court, c'est-à-dire il y a un départ à part peut-être en France, il y a Nice, Cannes-Nice, voilà, il y a Cannes-Nice. Généralement tous les marathons, c'est une boucle. Tu vois, en France, on part des Champs-Élysées, on revient aux Champs-Élysées. C'est des boucles, ça permet, la gestion est plus facile, les distances ne sont pas, tu vois, de ravitaillement ne sont pas loin, la sécurité, voilà. Et le dénivelé final est équivalent. On part du même niveau, on revient au même niveau. Donc il y a autant de montée que de descente. Oui. Mais nous, c'est un peu plus compliqué parce que c'est une distance. Il y a effectivement, il y a le côté sportif, mais il y a aussi la partie culturelle et aussi patrimoniale de l'événement. On va arriver à la partie patrimoniale et culturelle, bien sûr, parce que c'est quand même l'association des Amis de Madrassen qui organise cet événement populaire. Tu disais au début de l'émission, Asdin, que il y a un choix qui a été fait donc avec les contraintes budgétaires aujourd'hui. Le contexte est difficile, de couper dans les dotations, dans les primes des athlètes. Est-ce que c'est vraiment soutenable dans la durée? Est-ce qu'il faut pas quand même réfléchir à trouver un moyen d'attirer des athlètes d'élite et de renom? Oui, mais ce qu'on espère, mais nous on fait notre travail, on commence à solliciter des sponsors début d'année, 7-8 mois avant l'événement. Et malheureusement, avec les difficultés que connaît l'Algérie, ça fait 2-3 ans, on a beaucoup de difficultés à avoir l'accord de certains sponsors. L'année passée, on avait Kia, qui représentait peut-être 40%, et puis a disparu. Aujourd'hui, on avait aussi les boissons de Gaouz. Enfin, on dirait disparu. Pour les amis auditeurs, on est sur une chaîne qui fait de l'économie. Le patron de Kia dans l'assemblage. Je parle pas de disparu. Oui, il a été. La dotation a disparu. Mais le patron a été mis en prison. Été mis en prison. Voilà.
Enfin, le patron a été mis en prison, l'entreprise est en difficulté. C'est-à-dire, pour nous, une entreprise comme ça, présente à Batna, était très important pour nous. Là, ça aurait pu faire une jonction entre les événements sportifs, parce que les autres clubs de Batna ont bénéficié aussi d'une manne très importante, que ce soit la MSPB Le Cap, par Kia. Et oui, une entreprise très importante comme ça pouvait jouer un rôle comme c'est-à-dire un rôle pour relancer le sport, que ce soit la culture, etc. Ça aurait pu être un sponsor majeur dans toute la région de Batna. Ça, c'est d'approche locale, mais l'événement de Batna, le marathon, est aujourd'hui, on peut considérer comme un événement national. Donc, au niveau du sponsoring, on peut regarder au niveau national. Mais on a essayé. C'est-à-dire, chaque année, on a vu, j'exagère pas, hein, tous les acteurs visibles, c'est-à-dire qui ont des projets sportifs, que ce soit avec les clubs sportifs, que ce soit qui sponsorisent des événements culturels, tout ça. On les a approchés, c'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. Pour eux, Batna, c'est une petite ville de province, il n'y a pas assez de visibilité. Là, on est pénalisé par rapport à, c'est-à-dire à sa situation et aussi à l'absence, quand même, elle n'est pas très très médiatique, Batna. Il y a absence, je dis pas, peut-être il y a peut-être 4 ou 5 correspondants de presse, c'est-à-dire on voit pas Batna, très peu Batna Liberté, à Ouattane ou ailleurs. Il y a très peu aussi de télé privées. Il y a peut-être un correspondant. Et là, ça manque de visibilité par rapport à d'autres villes. Par exemple, la Kabylie est très présente sur le plan médiatique, parce que dans chaque village, ils ont un correspondant. Même s'ils ne sont pas payés, ils font leur boulot. Et là, il y a des difficultés. Il n'y a pas que Batna. Qui entend parler de Topsad, de Sougaras, de Guelma. Et là, c'est des zones enclavées qui sont pas à la côte. Al-Nab, on entend parler, mais juste on descend là. C'est un vrai problème. Que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan d'investissement aussi. On a presque envie de dire que justement parce qu'il y a ce manque de visibilité, effectivement, quand tu le décris comme ça, il est patent, il est criard. Un événement comme ça, c'est quand même une opportunité pour mettre la lumière sur Batna, sur la région. Oui. Et donc on devrait regarder les choses différemment. Oui. Mais nous, ce que nous a toujours étonné, c'est que l'autorité, avant, je veux dire, jusqu'à cette édition, ne comprenait pas l'enjeu de cet événement. Ne comprenait pas pourquoi encore jusqu'à Madrasan. Tu vois. Et là, oui. Et ils ne comprenaient pas notre réaction, c'est-à-dire pourquoi on fait ça. Tu vois. C'est-à-dire, avant, tu vois, on leur donne du boulot, tu vois, on leur fait travailler. Et moi, je dis que il y a eu quelques actions comme ça, disons, parce qu'il y avait une conjoncture, parce que quand on a commencé, c'était le 1er novembre. Allez hop, 1er novembre, quand on a commencé, c'était le 1er novembre. C'est la première fois qu'on a ouvert novembre, parce qu'on a collé le 1er novembre, sinon on ne donnait pas l'autorisation. Et ça a commencé comme ça. Au début, parce que il y a, tu vois, les festivités, et ça fait un événement de plus pour la wilaya. Voilà. Et puis, quand on a décalé pour le rendre sportif, parce que quand on rentre dans le festival du 1er novembre, on est bouffé. Bouffé. Bien sûr. Voilà, on se distingue pas suffisamment. Voilà, il n'y a pas beaucoup de visibilité, ça rentre dans les, voilà. Et là, quand on est paré en octobre, personne ne comprenait ça. Et on a du mal à convaincre, surtout les autorités, c'est-à-dire à nous accompagner dans cet événement. Alors, jusqu'à cette année. Alors, les choses vont peut-être aller dans le bon sens. Alors, l'association des amis de Madrassen travaille sur le patrimoine, travaille notamment sur le monument de Madrassen. On peut rappeler déjà à nos amis auditeurs ce que c'est le monument de Madrassen, parce que beaucoup d'Algériens continuent de ne pas le savoir. Alors, le monument de Madrassen, pour ceux qui sont dans l'Algérois ou l'Algérie, alors il y a le tombeau de la chrétienne. Alors, c'est un petit peu la même forme, pour donner une idée, mais il est plus ancien, de 4 siècles. C'est l'ancêtre du tombeau de la chrétienne. Alors, il est pré-romain. Hein? Pré-romain. Mais tandis que le tombeau de la chrétienne est dans l'époque romaine. Et c'est le seul témoin d'une architecture berbère. D'accord, le seul témoin parce qu'il est pré-romain d'une part. Et d'après les spécialistes, c'est un des ancêtres de Massinissa, c'est-à-dire peut-être que c'est le grand-père, parce que c'est toujours la même tribu des Massines, qui viennent des Aurès et qui est partie vers Sirta, etc. Et là,
C'est sur 2 générations peut-être par rapport à Massinissa, c'est peut-être le grand-père ou l'ancêtre de Massinissa, pour donner une idée. Et c'est un monument en pierre sèche, voilà, qui a une forme, disons, arrondie, avec un cône. Et c'était un monument qui est en péril et qui devait être restauré. Et il y a une bataille autour de sa restauration. Ça ne s'est pas bien passé. Oui, malheureusement, ça fait 10 ans qu'on lutte pour la restauration. Il y a eu quelques projets nationaux et le projet de valorisation, le PPVSMA, le premier et le deuxième, c'est très très bien passé. Maintenant, on sait qu'il ne va pas de construction, qu'ils ne vont pas construire dans les couloirs où le madrasa est visible. Là, c'est un acquis. Ça, c'est un projet national. Maintenant, concernant le projet, malheureusement, on était vraiment ravis d'avoir ce projet. C'est le projet de l'Union européenne. C'est le plus important projet qu'a eu l'Algérie avec l'Union européenne, qui est doté de 24 millions d'euros. Donc, qui visait à financer des études, de financer des études, dont le Madrasen et la Casbah et le Palais du Bey étaient des projets pilotes. Et malheureusement, les 2 projets n'ont pas fonctionné. Il n'y avait que le Madrasen où ça a fonctionné, parce que il y avait une mobilisation de la société civile sur place. Il y avait aussi les autorités, les maires, même au niveau de la wilaya qui ont joué le jeu. Et aussi, on a travaillé durant 3 ans avec l'UAP, c'est l'unité d'appui au programme de l'Union européenne. Avec le directeur du programme à la tête, il y avait M. Balalou, et après M. Ouaret. Mais malheureusement, moi je crois qu'il y a un problème au niveau du ministère, pour ne pas le dire, parce que le ministère a refusé cette étude. On comprend s'il y a un refus de l'étude, s'il y avait un projet, mais nous, il y a chaque 3-4 mois, il y avait des rencontres avec la direction du programme, où il y avait des propositions, où on discutait les propositions, etc. Mais ce que je déplore, c'était l'absence totale. On n'a jamais vu à la réunion le directeur de patrimoine du ministère de la Culture. Je ne vais pas citer son nom, mais il n'a jamais assisté à nos réunions. Mais il y avait ses sous-directeurs qui étaient tout le temps présents. Mais là, terminer le projet, et en plus, on a eu l'accord de l'Union européenne pour avoir une rallonge pour les travaux, tu vois, pour la restauration. Et là, ils rejettent ce projet. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a une mauvaise foi. Pourquoi s'aborder ce projet? Là, on comprend. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune réponse. On les a interpellés par écrit. On a interpellé par voie de presse. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune réponse claire ni officielle de la part du ministère de la Culture. Alors, on va s'arrêter 1 minute pour essayer de comprendre l'objet de la problématique ou du conflit. Oui. Est-ce que l'étude des experts a pu être rejetée parce qu'elle choisit une façon de restaurer qui ne convient pas à une autre partie qui a l'oreille du ministère, qui a l'oreille du ministère? Absolument pas. Est-ce que c'est un problème un débat de technique? Non, absolument pas. Vous savez, vous ramenez un architecte, il te fait des propositions, il te fait 4 plans, et puis tu prends un, et tu dis non, là je veux pas, je vais changer la chambre, je fais ça. C'est exactement ce qui a été fait. Et il y a une première séance de travail, et 3 ans. Au début, il y avait des propositions, et puis tout le monde a donné son avis. Mais tout ça, c'est l'association qui a organisé une grande partie de ces journées d'études. Et chaque année, 2 mois, 2 fois par an, on fait une journée d'études pour voir l'état des avancements de ces études-là. Et tout le monde participait. Est-ce que cette étude va donner lieu à une exécution qui va coûter plus cher, celle qui a été retenue? Exemple, j'essaie de voir la raison du refus. Peut-être parce que ça va créer un appel d'air budgétaire que le ministère de la Culture ne veut pas assumer. Mais non, absolument pas. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un accord avec l'Union européenne. Il y a eu une rallonge pour l'exécution des travaux. Donc il n'y a pas de problème de ce type. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que j'ai entendu, ils ont dit que l'étude n'est pas à la hauteur, tu vois, bien sûr, de la vision du ministère. Ou je sais pas mais quoi. C'est quoi la vision du ministère? C'est quoi être à la hauteur de la vision du ministère? Oui.
Mais le drame, c'est quoi? C'est que ceux qui ne le disent pas, que ce fonds, d'accord? Même si c'est de l'Union européenne, c'est un fonds, c'est-à-dire gaspillé. C'est un fonds des citoyens algériens qui a été gaspillé d'une part. Parce que les experts ont empoché l'argent et pour travailler dessus. Ils ont empoché l'argent. Deuxièmement, le travail que nous, tu vois, qu'on a fait sur le terrain durant 3 ans avec eux. Même nous, on a dépensé énormément, que ça soit, c'est-à-dire en argent, même en déplacement, en travaux et tout ça. Mais tout ça, ils n'ont même pas respecté. Avec tous les maires, les daïras, les chefs daïras, les wali qui ont travaillé avec eux, ils n'ont respecté personne. C'est-à-dire, maintenant tu me dis, après 3 ans que tout est rejeté, moi je trouve ça que c'est une... Est-ce que ça a été véritablement notifié? Non. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun rapport qui dit que le projet a été tué. Ils ont peur peut-être de le publier, mais ça n'a jamais été dit à la presse. Et même dans le bilan, le dernier bilan, la question a été posée et la réponse n'a pas été claire. Oui. Alors, je visite le Madrassen grâce au marathon de Madrassen tous les ans. Il y a toujours des planches et des soutènements pour essayer de maintenir le monument. Est-ce que la perte de temps le met encore plus en péril? Non, c'est soutènement. Moi, je crois que c'est, vous savez, vous imaginez une roche, chaque roche, elle pèse, ça passe 500-600 kilos, et le bois, moi, je crois que c'est juste un truc visible, mais ça se tient rien du tout. C'est que nous, on a des propositions, on a des partenaires italiens et qui sont prêts à travailler avec nous aussi gracieusement, d'accord? Et le projet a été présenté au niveau de la direction de la culture, mais au moment où il y avait ce projet de l'Union européenne, parce que le projet était entre les mains de l'Union européenne, on ne peut rien faire. Le problème, le Madrassen, il est situé dans une zone sismique. Là, il ne faut pas oublier. Et ça fait 2 ans, à Seriana, il y avait quand même un séisme d'amplitude de 5,2. Oui, c'est important. C'est important. Moins de 50 km. Voilà. Il y a quelques projets qui ne demandent pas beaucoup d'argent, mais qui peuvent se faire rapidement. Et c'était un projet de ceinturer le monument. Ceinturer le monument, d'accord, sur le plan peut-être esthétique. C'est pas, même si on donne du couleur, etc., c'est pas très très beau, mais au moins pour éviter qu'on se retrouve dans une situation... il pourrait s'écrouler. Il pourrait s'écrouler. Voilà. Alors finalement, si on regarde un petit peu, c'est un problème de volonté politique. On a le sentiment qu'à la tête de l'État, on ne comprend pas que c'est le monument souverain, le premier monument souverain des Algériens. Mais le drame, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est voulu. On a compris peut-être que dans les années 70-80, on a compris que effectivement la culture arabo-islamique a été mise en valeur en premier. Là, on comprend. Parce que si tu vois le programme, dans les 20 ans, il y avait Sirta, capitale de la culture arabe. Là, entre guillemets, Tlemcen, capitale de la culture islamique. Et quand tu vois même les monuments classés dans le patrimoine mondial, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on va voir? Tu vois, on voit très peu, sauf Rerdaya, mais par rapport, bien sûr, à son architecture, bien sûr, à sa particularité, mais ça reste quand même un patrimoine ibadite qui est islamique. Malheureusement, l'État n'a rien fait jusqu'à aujourd'hui à tout patrimoine humide. Il n'y a pas que Batna, il n'y a pas que Madrassen. Qu'est-ce que ça a été fait, par exemple, pour les Jeddah de Tiaret? Même si c'est humide, alors là c'est pire, chrétien, humide, alors là c'est encore pire. Et puis, qu'est-ce qui a été fait dans tous les villages anciens, dans les Aurès? Qu'est-ce que ça a été fait jusqu'à aujourd'hui? Tous les villages sont en ruine. Et le drame, c'est que même la population, tu vois, on a tellement complexé la population qui ont quitté leur village authentique et que l'on construit des F2, F3 à côté des villages, ils ont abandonné la ruine. Alors ça, c'est une politique voulue, tu vois, c'est la destruction du patrimoine numide. Et l'Algérien, il faut qu'il se rende compte. On attend beaucoup, dans tous les cas... je parle pas du président élu, moi je parle pas du prochain, ou dans 2 ans ou quelque chose comme ça. De la nouvelle situation. De la nouvelle situation, et on va interpeller
on va interpeller tous les candidats, que ce soit celle-là ou la prochaine élection présidentielle, c'est-à-dire je m'interfère à interpeller sur le patrimoine humide. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tous les candidats doivent nous parler de ce patrimoine, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour sauvegarder ce patrimoine. On s'en fout qui vient. Nous, on fait du patrimoine, on souhaite sauvegarder tout le patrimoine humide. En espérant avoir aussi des personnalités politiques qui viennent courir à Madrasan. Eh ben, on espère. Voilà, parce que ça aussi, ça manque, c'est un angle mort. Oui. Ouais, mais on a nos amis, on a beaucoup de journalistes qui viennent, mais on espère que les politiques viennent à leur tour. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et merci à nos partenaires Maghreb émergents d'être. On essaiera de faire mieux l'année prochaine. Ah ben, merci beaucoup. Je vous remercie. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. L'émission d'entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, les ou des